Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Pouy. Bonjour. Salut, comment vas-tu ? Bien, on a eu un petit souci juste avant le commencement d'enregistrement, mais je suis extrêmement contente qu'on soit arrivé à se rencontrer sur ce podcast. Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que tu es très occupé. Alors, tu es analyste culturel. On va reparler de tout au fur et à mesure. Alors, tu es analyste culturel, auteur du maintenant célèbre podcast Vlan. Tu es écouté quand même par 150 000 personnes chaque mois et c'est un magnifique chiffre. Et du livre Insoutenable Paradis qui est paru en juin 2020. Première question que j'aurais aimé te poser, c'est qu'au travers de ce parcours-là, la première rencontre qui est importante pour toi, c'est celle avec le digital. Puisqu'au tout départ, quand je t'ai connu sur les réseaux sociaux, tu étais, alors ce que tu dis, un artisan du marketing. Hein, ça fait très très longtemps que tu es dans le monde du marketing et tu écrivais un blog. Exactement. En fait, je crois que il y a eu plusieurs rencontres évidemment avant ça, mais importantes. Mais le digital, ça a vraiment changé ma vie. C'est-à-dire que moi, j'étais un marketeur lambda entre guillemets qui évoluait dans les télécommunications à l'époque. Mm-hmm. Et je me suis retrouvé au chômage du jour au lendemain parce qu'il y a eu un licenciement social et que j'ai fait partie d'un plan social. Et là, je venais d'acheter un appartement à Paris et je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau en fait. Et je ne savais pas quoi faire, en particulier pour trouver du travail, à part envoyer ton CV, et ça me semblait un peu juste. Mm-hmm. Mais plus que ça, j'avais une curiosité hyper forte. Et mes amis d'école, ils ne s'intéressaient pas forcément au même sujet que moi. Et donc, j'ai un ami, un ancien élève de mon école, qui s'appelle Emmanuel Vivier, qui m'a dit, oui. mais pourquoi tu n'ouvres pas un blog ? Et moi, à l'époque, le digital, j'y connaissais, mais rien du tout. On est en 2005, Voilà, en c'est août, bien de rappeler le... juin, juillet, août. Il me dit ça. Et là, je me dis, bon. Alors d'abord, je ne vois pas très bien ce que c'est qu'un blog. Ensuite, je ne comprends pas très bien ce que moi, je pourrais dire de plus que n'importe qui de pertinent sur un blog qui ferait que les gens auraient envie de lire quelque chose. Et puis, il arrive à me convaincre. Donc, j'ouvre un blog le 11 septembre 2005. Et ça a été une date qui est mémorable pour d'autres raisons un peu plus tristes, mais qui est mémorable pour moi aussi parce que c'est la date d'ouverture de mon blog et qui est un blog qui, à l'époque, il y en avait très peu. Et qui est devenu très rapidement un blog très lu sur le marketing, qui est devenu assez rapidement finalement Une référence. le premier blog marketing en France. Et puis, ça m'a permis du coup de lâcher les télécommunications, de créer une carrière dans le digital, jusqu'à devenir une sorte de référent, entre guillemets, sur le sujet, de devenir prof à HEC, à Dauphine, et de faire plein de choses. Ça t'a ouvert des portes extraordinaires. En fait, ça a totalement changé ma vie, alors qu'à l'origine, c'était juste une sorte de CV amélioré qui permettait à moi de parler de sujets qui m'intéressaient mais qui n'intéressaient pas mes potes. Alors déjà, à l'époque, qu'est-ce qui t'a différencié des autres ? Alors, il faut rappeler aussi que dans cet esprit de blogueur, il y avait cet esprit déjà de partage. Complètement. De vrai partage. D'aller du coup à la rencontre des autres, d'être dans l'échange. Il faut se remettre C'est dans un facilitateur. Ouais, complètement. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque où le concept d'influenceur n'existe pas. Le concept même de blogueur n'existe pas vraiment. Il n'y a rien de tout ça. En fait, il faut se remettre dans le contexte de gens qui se disent de manière très généreuse, pour la plupart, parce qu'il n'y a pas de célébrité. En fait, quand tu fais ça en 2005, il n'y a pas de célébrité, il n'y a pas de réseaux sociaux. Enfin, il faut se remettre dans le contexte, hein, évidemment. C'est ça. Tu ne fais pas ça pour être connu, tu ne fais pas ça pour... j'en sais rien. En fait, tu fais ça parce que tu as des idées, que tu as envie de partager. Et donc, il y a un acte
extrêmement généreux derrière. C'est très, Voilà. très différent de ce que... Enfin, c'est compliqué d'en parler 15 ans après parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des Non, biais. mais ça fait partie de la culture digitale, je trouve, de Ouais, raconter complètement. cette Mais période-là, de ouais, raconter non, la c'est vrai, tu as naissance. raison. Mais c'est vrai que maintenant, quand on regarde ça avec des lunettes de 2021, on voit l'influence, la volonté d'être visible, le fait d'avoir des followers, peut-être d'avoir des cadeaux depuis les marques, etc. Voilà. À l'époque, il n'y avait rien de tout ça. Moi, la première fois qu'il y a une marque qui a voulu me donner quelque chose pour mon blog, j'étais là genre, what? Attends, je comprends pas très bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu me donnes un appareil photo, je sais pas trop quoi, Mm, parce que j'ai un blog, en fait. Et mm, en fait, ça mm. n'avait aucun sens. Voilà. C'est pas Fait, du tout l'état d'esprit. et puis d'ailleurs, aujourd'hui, on parle c'est d'influenceurs beauté, marketing, mode, machin, Mm. machin. À l'époque, tu étais influenceur. Hein. Enfin, tu Oui. vois, éventuellement. Et il y avait pas de segmentation de quoi que ce soit. Je veux dire, tu étais quelqu'un qui parlait à pas mal de monde. Enfin, et c'était des toutes petites audiences. Et pour répondre à ta question, ce qui m'a différencié, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui m'a différencié, si ce n'est le fait d'être dans cette générosité, le fait de tenir sur le long terme, Oui. d'être régulier dans les publications et d'être respectueux. Et quand je dis respectueux, c'est simplement qu'il y a une règle, entre guillemets, que je me suis toujours donnée, qui est de répondre aux gens quand ils m'écrivent. C'est-à-dire qu'en fait, je pars du principe que les gens, ils ont autre chose à faire que m'écrire, des commentaires à l'époque, évidemment, et aujourd'hui, des messages privés ou des commentaires ou autres. Et donc, je trouve que c'est la moindre des politesses que de répondre aux gens. Et je pense que c'est bête, mais ça a, je pense, un peu fait la différence. Mais c'est surtout qu'à l'époque, il y avait très peu de blogs, en fait, tout simplement. Donc, je me suis distingué dans un monde où il n'y avait personne. C'était plus simple. Où il y avait... Oui, mais où tu as eu une assiduité, une Ouais, volonté, complètement. une Pendant 15 ans. qualité, une qualité aussi de production. Et je trouve qu'on retrouve aujourd'hui dans Vlan. Moi qui suis une toute petite jeune podcasteuse, je suis voilà admirative de ce que tu fais, de la qualité du contenu. On se le disait en off, mais c'est vrai que c'est un boulot énorme. Alors même si tu es accompagné aussi de ton côté, Ouais, mais c'est une avant hein. tu ne l'étais pas. Au départ, tu ne l'as pas été. Et Non, tu enfin, plus ou voilà, c'est moins. ça. Non, c'est pas Oui, exactement, on va dire ça. mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a cette assiduité, cette volonté chez toi de produire un contenu, d'être dans le partage, d'être, comme tu dis, présent sur les réseaux sociaux pour les gens qui écoutent, qui suivent ton podcast, et avec toujours cette très très grande bienveillance. Et là-dessus, je trouve que ça, t'as gardé ces valeurs-là. Depuis voilà que tu as commencé un peu dans le même esprit du coup à bloguer. Complètement, c'était il y a 4 ans. Alors, j'ai pas exactement commencé seul parce qu'il y a en fait un ancien client à moi qui est devenu un ami qui s'appelait Pierre-Henri, qui m'a pas mal accompagné sur Mhm. la prise de son. Mais même si Mhm. au début, je faisais ça avec mon téléphone et des kits main libres. Euh, Après, au fur et à mesure, il m'a accompagné. Mais aujourd'hui, effectivement, je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça représente de faire un épisode chaque semaine. Ça veut dire trouver la personne, potentiellement préparer un petit peu quand même l'interview en fonction des Mhm. gens qu'on enregistre. Et puis après, c'est le montage, le mixage. Tout à fait. Et puis après, c'est la communication sur les réseaux sociaux. Moi, il se trouve que là, j'ai embauché une personne qui fait son job à 100%. C'est de Mhm. créer du contenu pour Instagram. En fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut prendre du temps de créer ce contenu. Elle publie un truc par jour, plus des stories. Et en fait, c'est un temps Et à incroyable. chaque fois, alors dans la story, on retrouve le mot histoire, et c'est une vraie histoire qui est racontée, Ah, bien sûr, bien sûr. une vraie histoire qui est racontée en plusieurs diapos sur les thématiques qui sont évoquées par tes invités. Et elles Complètement, sont ouais. souvent hyper instructives, on apprend plein de choses. On Et essaye. voilà, non, je trouve ça très très chouette. Alors donc dans Vlan, tu accueilles des sociologues, des chercheurs, des écrivains, et encore une fois, tu es dans cet esprit de partage. Le fil rouge dans beaucoup de choses que j'ai retrouvé donc dans ton accompagnement des entreprises, c'est la meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Ce monde aujourd'hui qui est en transition, en transformation. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, tu essayes, toi, d'être dans la transmission, alors, et dans une transmission assez particulière, c'est-à-dire que tu essayes de porter des messages humanistes. Et ce mot-là, je trouve qu'on l'entend pas assez souvent, et je le trouve
vraiment magnifique. Donc, je suis contente de Moi aussi, j'aime pouvoir, bien. je suis contente qu'on puisse en parler ensemble et évoquer cela. Pour moi, tu es un influenceur humaniste. Et alors, est-ce que donc un influenceur humaniste, est-ce que c'est sa valeur ajoutée, c'est ça, c'est vraiment cette envie de transmettre. Je crois que on transmet tous et toutes, de manière volontaire ou involontaire. Mhm, Des influenceurs classiques transmettent aussi des valeurs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans nos manières de vivre, ce que l'on partage sur les réseaux sociaux, que ce soit en photo ou en texte, ou en vidéo, si c'est YouTube, mhm. euh, ou en danse, si c'est TikTok. euh, c'est pas que de la danse, TikTok, mais... et ben en fait, on envoie un message au monde, on envoie une énergie, et puis on envoie un message au monde, donc on transmet quelque chose. Moi, en ce qui me concerne, j'ai envie de transmettre une vision complexe et simple. Mhm. Donc ça peut sembler un peu contradictoire de dire complexe et simple dans la même phrase, mais pour moi, le monde il est extrêmement complexe alors on évolue beaucoup dans des visions binaires, Mhm. binarisées à travers les médias et les réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est bien, c'est mal, c'est oui, c'est non, c'est c'est bien, c'est voilà, enfin peu importe. Mhm. Alors qu'en fait, tout est extrêmement complexe, qu'il n'y a pas une vérité, il y a des vérités, etc. Donc ça, pour moi, c'est un élément important. Et j'essaye de le faire de manière extrêmement simple, extrêmement accessible, avec des chercheurs et des chercheuses ou des personnes qui ont vraiment cheminé sur des sujets. Euh, Mhm. et d'ouvrir les personnes à des sujets sur lesquels elles ne vont pas naturellement. Donc en fait, je traite de plein de sujets, a priori, Mhm. qui peuvent sembler un petit peu sans lien, par exemple la géopolitique, le sexe, le développement personnel. Et là, je viens d'enregistrer un truc sur les psychédéliques à l'instant. D'accord. Ça peut sembler un peu étrange de tout traiter ça. Et pour moi, en Mais- fait, et c'est là où on peut reparler du livre, mais pour moi, tout ça est extrêmement lié Mhm. et va dans le même sens d'une réinvention. En fait, je crois qu'on est en train de changer de civilisation, en tout cas, changer de société, Oui. et que ce changement, il est d'abord indispensable, et pour les humains, enfin pour la survie de l'humain en fait, hein, tout simplement, euh, en toute simplicité. Et en fait, moi, j'essaye d'accompagner et de effectivement transmettre, mais de faire le pont entre ce monde moderne dans lequel on a évolué toutes et tous, vers un monde qui sera différent nécessairement. Donc voilà, c'est un peu le. Nécessairement, effectivement, parce que on ne peut plus continuer à être, à travailler, à vivre comme même la génération précédente l'a fait. Et maintenant, il Non, faut savoir, en bénéficiant de tous ces savoirs, de ce que chacun peut en faire finalement, de tous ces non. savoirs qu'on a aujourd'hui par rapport à la science, à la technologie. Je pense En fait, le truc, que c'est que ce monde, en fait, on compare beaucoup le monde d'aujourd'hui, on va dire moderne, et puis on parle beaucoup d'écologie punitive. Et moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est ce monde moderne, en dehors du fait qu'effectivement, il est un peu totalement insoutenable pour la planète, mais il est aussi insoutenable pour nous. C'est pour ça que mon bouquin s'appelle Insoutenable paradis. C'est-à-dire qu'on a un paradis, c'est-à-dire que la planète, c'est quand même un écosystème très particulier, c'est le seul dans le système solaire, mhm. à être aussi incroyable. Je veux dire, tout le monde s'extasie devant un coucher de soleil, que ce soit dans la vraie vie ou sur Instagram. C'est fou, en fait, la beauté, j'en sais rien, d'une baleine ou de la nature de manière générale. Donc c'est vraiment un paradis. Et en même temps, on l'a rendu insoutenable. C'est-à-dire qu'en fait, on consomme beaucoup trop, on pollue énormément, mais aussi ce mode de vie aujourd'hui nous implique une course effrénée, Mhm. individuelle, vers on ne sait pas quoi, en fait, Mhm. c'est un peu ça le problème d'ailleurs, et qui génère en passant des burn-out, une réduction de de l'espérance de vie, en tout cas aux États-Unis et en Europe, mais aussi le fait de ne pas avoir le temps pour voir ses amis, ses enfants, sa famille, de prendre du temps pour soi, euh, qui génère des dépressions, de l'anxiété, des prises d'anxiolytiques. Je suis pas certain que ce soit ça le paradis en fait. Donc en C'est fait, il ça. est aussi insoutenable pour nous. En fait, faut pas se tromper. C'est-à-dire que il n'y a pas d'un côté ce monde incroyable, moderne dans lequel on vit, et de l'autre côté l'écologie punitive. C'est pour ça que j'aime pas ces idées binaires parce que le monde dans lequel on vit, il est extrêmement punitif aussi en fait. Il est punitif Bien pour sûr. nous, mais en plus, et c'est là où il faut aussi avoir une vision un peu globale, c'est que il est extrêmement et beaucoup plus punitif
pour les personnes qui subissent notre consommation. C'est-à-dire qu'en fait, notre consommation, elle a des impacts au niveau climatique dans pas mal de pays. Et c'est bien de notre consommation qu'il s'agit, parce que nous, on pollue vraiment beaucoup, et donc on fait en sorte que la planète se réchauffe. Et donc, on va générer de la migration climatique dans des pays dans lesquels les personnes ne peuvent plus vivre, en fait, tout simplement. Alors, bien sûr, il y a l'Afrique, enfin, le continent africain, mais il y a aussi le Bangladesh ou d'autres pays où nous sommes en train de rendre la vie impossible chez eux. Les gens, ils n'ont pas envie de migrer. Enfin, personne n'a envie de migrer. Si je demande à n'importe qui écoute là, est-ce que tu as envie de migrer? Les gens vont dire non. Et un Africain moyen, non plus, en fait. Personne n'a envie de migrer, d'abandonner sa famille, ses amis, risquer sa vie, enfin, risquer de se faire violer pour une femme majoritairement, potentiellement devenir esclave, ce qui arrive à la majorité des migrants en Turquie. Personne n'a envie de ça. Enfin, je veux dire, risquer sa vie en traversant la Méditerranée sur un radeau de fortune, qui a envie de faire ça, en fait? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, je confirme. Ils viennent pas parce que l'herbe est plus verte en Europe. C'est pas vrai, en fait, de dire ça. Et donc, notre mode de vie, il est aussi très punitif pour ces gens-là. Et après, nous, on va dire, ah bah non, par contre, les migrants, on n'en veut pas. Et ça, je trouve ça injuste, mais aussi extrêmement... Déshumanisant. Hein? Déshumanisant. Ouais, déshumanisant. Et puis aussi, enfin, tout simplement, tu peux pas dire, ah bah moi, j'ai envie de continuer à vivre comme ça et ne pas intégrer les conséquences de ces actes. Surtout que vivre comme ça, nos modes de consommation, ils nous enferment également. Notre confort, quelque part, est enfermant. Notre excès de consommation et de besoin dans beaucoup de choses, comme tu disais, ne nous rend pas forcément toujours plus heureux, puisqu'on est des sociétés où on va pas très bien psychologiquement, globalement. Et je retiens une citation d'un épisode que tu as fait avec Frédéric Lopez, et je trouvais ça extrêmement touchant, où on parlait de sourire. Et moi, quand je regarde Rendez-vous en terre inconnue, ce qui m'a toujours frappé, justement, c'est le sourire de ces populations. Et dans cet épisode, il te répond que dans ces populations les plus précaires, ce qui permet de garder le sourire, c'est de savoir que quand tout ira mal, il y aura toujours quelqu'un pour eux. Et que nous, on a perdu un peu ce sens-là. Enfin, pas tout le monde, mais un petit peu quand même. On n'est pas toujours sûr d'avoir quelqu'un pour nous. Tout le monde n'est pas sûr. Dans le Covid. Enfin, dans le confinement. Pas dans le Covid, mais dans le confinement. Oui. Effectivement, on vit dans une société extrêmement individualiste. En fait, la société moderne, le triptyque, c'est le capitalisme, l'individualisme et le progrès. Mm-hmm. Et donc, il y a l'individualisme qui est un triptyque, enfin, qui est un des trois éléments, un des trois piliers extrêmement forts. Mm-hmm. Et c'est vrai que cet individualisme, les gens y sont très attachés. Mais la réalité, c'est que ce qui te permet d'être heureux, de sourire, c'est de savoir que quelqu'un d'autre sera là pour toi s'il y a un problème. Donc, je trouvais ça assez joli. Alors, quand on a préparé l'épisode, dans cette thématique de la rencontre, j'imaginais bien que mais en même temps, je comprends que ce soit difficile, que ce soit au travers de tes rencontres via le blog ou via ton podcast Aujourd'hui Vlan, tu as fait énormément de rencontres. Et tu me disais c'était compliqué pour toi ça n'avait pas vraiment de sens finalement pour toi de dégager une rencontre particulière qu'on ne se faisait pas tout seul, et que pour toi c'était cet ensemble de rencontres qui faisait Grégory Puy aujourd'hui. Et donc en réfléchissant, c'est vrai que tu parles aussi beaucoup alors ton livre, on va en parler un petit peu, dans Insoutenable Paradis. Au départ tu dis d'ailleurs que tu l'as écrit pour toi, enfin dans une démarche où tu posais tes propres réflexions. Et puis souvent, je t'ai entendu parler de méditation, d'ancrage. Alors, je voulais te poser la question, est-ce que la plus prometteuse des rencontres qu'on a à faire dans la vie, c'est au fil des rencontres de se rencontrer soi? Ouais, en fait, quand je dis que je l'ai écrit pour moi, c'est assez vrai. C'est-à-dire que ce podcast, déjà de base, je pense que c'est le podcast que je rêverais d'écouter. D'accord. Et je pense que c'est quand tu crées du contenu, c'est quand même ça qu'il faut essayer de faire. Oui, il faut qu'on fasse quelque chose qui nous plaît à nous. C'est clair. On fait d'abord quelque chose qui nous plaît à nous. Bien sûr, c'est indispensable. Et en fait, un livre, mais de manière générale, quand on écrit, que ce soit un article de blog ou un livre, ça permet de structurer sa pensée. C'est-à-dire qu'en fait, tu as plein de trucs, tu sais ce que tu penses un petit peu comme ça, de loin, mais pas précisément.
Et donc, écrire un livre, c'est aussi structurer sa pensée, et ça, on le fait pour soi. Mhm. Et effectivement, c'est vrai quand on parle de relation, on a toujours tendance à parler à la relation aux autres, par définition. Mhm. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on ne fait pas de lien avec soi, on ne peut pas vraiment être en lien avec les autres non plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment ce truc, et c'est vachement important de le saisir, en fait, que euh, le lien avec soi, et c'est pas un truc égotique, machin, c'est même plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller gratter ses zones d'ombre, Mhm. gratter ses défauts, gratter ce qu'on n'a pas envie de voir. Euh, Pourquoi, par exemple, on va trouver un grand défaut chez quelqu'un d'autre? C'est généralement parce qu'on n'a pas envie de le voir chez soi-même. Parce qu'on a tous les mêmes pulsions, on a tous les mêmes névroses. Même si un tueur en série, par exemple, c'est atroce, mais quelque part, tout le monde a cette pulsion. Mhm. Et donc, on a envie de le punir, mais on le punit quelque part d'avoir osé, bon, pour l'acte, évidemment, c'est horrible, Mhm. mais aussi Ça t'affranchit. de s'être affranchi de ça, tu vois. Parce qu'en fait, Mhm. quelque part, quand il fait ça, il nous montre quelque chose de nous qu'on n'a pas envie de voir. Et en fait, alors je sais que ça peut choquer des gens de dire ça, parce qu'ils disent, voilà, pas du tout. Euh, mais en fait, J'invite les si. gens à regarder la dernière saison de The Sinner, entre le policier et le psychopathe. Et il y a un jeu de limites comme ça qui fait D'accord. référence justement à cet écho. Mais donc, c'est hyper important de faire du lien avec soi de cette manière-là, c'est-à-dire de manière totale. Et quand tu fais ça, alors tu peux être bien en lien avec les autres et après la nature. Donc voilà pourquoi je pense qu'effectivement, le lien à soi, c'est la base de tout. Sans que ce soit un ego trip ou- ouais, un ego trip, c'est pas nécessairement ça. Enfin, c'est pas du tout ça d'ailleurs même. Parce que il y a sans doute une recherche de la mort de l'ego quelque part là-dedans. Oui, pour mieux aller vers les autres, parce qu'en fait, c'est peut-être aussi pour être bien avec soi-même, c'est pour Bien mieux sûr. aller avec les autres. Euh, Ton livre, c'est avant tout une enquête. Mhm. Tu as répété plusieurs fois que ce n'était pas le livre du podcast. Non. Est-ce que tu peux nous raconter cette enquête? Bien sûr. En fait, l'idée, c'est de se dire, je vois bien que le monde va mal. Je vois bien que on est devant un désastre écologique. Moi, je suis un capitaliste, je suis un marketeur. Moi, mon job, c'est d'aider à vendre. Donc, clairement, je fais beaucoup plus partie du problème que de la solution. Uh-huh. Donc, je suis pas un militant écolo. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas mon histoire et c'est juste pas vrai, en fait. Donc, moi, enfin, faut juste se remettre dans mes chaussures 2 secondes pour dire, bah, moi, je suis un mec qui bosse en entreprise, qui s'est émancipé par le travail. Voilà, qui fait du market, donc enfin, vraiment le total opposé de ce que peut être l'écologie, je crois. Et en même temps, ça m'empêche pas d'avoir une conscience écologique, c'est-à-dire que je vois bien ce qui est en train de se passer, je me dis, bah merde, Mhm. comment on fait? Comment on fait et surtout, par où ça passe? Et puis, est-ce que vraiment je vais être obligé de sacrifier plein de trucs? Parce que moi, en fait, ma vie moderne, je l'aime bien. C'est ça. Et comment on fait? Comment je fais, moi, à mon niveau, en fait? Parce que je veux bien trier mes déchets, manger moins de viande et tout, mais je sais bien que c'est pas ça qui fait la différence. Donc, du coup, enfin, si, manger moins de viande, ça fait une grosse différence, en l'occurrence. Mais, euh, mais bon, ça suffit pas, en fait. Donc, du coup, comment on fait? Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, finalement, la société est structurée en trois. Mhm. La société civile, les entreprises et les politiques. Donc, je suis allé voir des éléments des trois. Donc, sur mon podcast, c'est vrai que je reçois beaucoup de gens de la société civile, donc des sociologues, des anthropologues, des Mhm. philosophes, etc., des chercheurs, des chercheuses. Et puis, je suis allé voir des politiques, des François Hollande, des personnes qui sont dans des lobbies, etc., etc., et puis des patrons de boîtes, pour essayer de Mhm. comprendre concrètement comment on s'en sort. Donc, voilà, c'est ça l'enquête. C'est voir comment on fait pour changer sans rien sacrifier. C'est le souci du bouquin, en fait, écologie et mode de vie, comment Mhm. réagir sans rien sacrifier. D'accord. Eh bien, écoute, je te C'est un remercie, programme. Grégory. Oui. Je mettrai le lien, bien entendu, de Vlan Podcast et de ton livre dans le descriptif de l'épisode. C'est Alors, gentil. pour la dernière question, qui est, je suis bien embêtée, la dernière question de mon de mon podcast à tous mes invités, c'est si tu pouvais faire n'importe quelle rencontre, si toutes les rencontres étaient possibles, avec qui souhaiterais-tu partager un moment privilégié, un dîner? Alors ça peut être un personnage du présent, du passé, un personnage réel ou fictif.
Est-ce que tu aurais quelqu'un à me suggérer, ou alors ça peut être la rencontre avec toi-même dans le futur? Non, en fait, tu m'avais dit de réfléchir et je l'ai pas fait. Mais ce qui me vient tout Alors, de suite, spontanément. c'est Jésus-Christ, sans doute. Je suis pas Ah, du tout croyant, ouais. donc ça n'a rien de religieux. Parce que moi, Alors, je pense que ce que les hommes ont fait de la religion, c'est un truc avec énormément de dogmes et surtout pour dominer les femmes. Donc, mm, et je suis pas certain que c'était la vision de Jésus-Christ, mais je serais très curieux de discuter avec cet homme-là, ouais. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui était extrêmement sage euh, et qui avait beaucoup, beaucoup de choses à partager. Et je serais intéressé de voir la manière dont il envisage la vie, dont il envisageait la vie, et de la mettre au regard de la société actuelle, en fait. Ça me passionnerait, je crois. bah, c'est une bien jolie réponse. Je te remercie, Grégory Pouy. Merci Merci à beaucoup. toi. À Au bientôt. revoir. Merci à tous. Merci, ciao. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour ceux qui découvrent, je vous invite à être curieux, à explorer d'autres thématiques, à rencontrer mes autres invités au travers de leur épisode. Podcast Rencontre, c'est chaque jeudi un nouvel épisode. Je suis Cécile Baeza, consultante en communication digitale, et si vous avez envie de soutenir ce podcast et l'aider à grandir, le meilleur moyen est de vous abonner et de partager vos épisodes préférés. À bientôt!